Bonjour bande d'humains. C'est avec l'avènement du capitalisme que les riches sont devenus de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. De bénéfices en investissement, certains ont su engendrer des sommes astronomiques. Des sommes si vertigineuses que les heureux propriétaires de celles-ci, ils n'auront pas assez de leur vie et de celle de leurs descendants sur plusieurs générations pour les dilapider. Mais de tous ces ultra riches, un en sort du lot. Car il était surnommé l'homme le plus riche du monde. Rien que ça. Vous l'aurez sûrement deviné, mais nous allons parler d'Andrew Carnegie. La moula. William et Margaret Carnegie donnèrent naissance au petit Andrew le 25 novembre 1835 à Dunfermline en Écosse. Le père avait un petit commerce qui périclita et décidèrent donc d'immigrer. Do not come. Do not come. Aux États-Unis en 1848 à Allegheny, en Pennsylvanie. Pour gagner un peu d'argent, à ce moment-là, il passa le plus clair de son temps et pour se divertir dans les bibliothèques de la ville, où il passa beaucoup de temps à lire des livres en tout genre. Le pauvre, il a dû avoir une enfance de merde. Lire des bouquins comme ça. Entre la guerre de sécession et le début du XXe siècle, il créa l'une des plus grandes aciéries américaines. Attends, on est passé d'un gamin qui était ouvrier dans une usine de textile à un gars qui a créé l'une des aciéries les plus grandes des États-Unis. Et comment il a fait? J'en sais rien. Ouais, c'était pas marqué sur sa fiche Wikipédia, c'est ça? Je vois pas de quoi tu veux parler. Il créa donc la Carnegie Steel Company à Pittsburgh, une usine spécialisée dans la fabrication d'acier de manière industrielle et peu chère, mais également en fabrication de charbon et de coke. La coke? Pas celle que tu crois. Cette coke est utilisée en sidérurgie ou dans des fonderies, dans des fours que l'on appelait hauts fourneaux, où on la mélangeait avec du minerai de fer et qui par la combustion de tout ce bordel en faisait s'écouler de la fonte ou de l'acier selon le mélange. Ah mais c'est ça. Non parce que tu nous parlais de l'homme le plus riche du monde et de coke. Moi j'ai cru que tu nous parlais du bras droit de Pablo Escobar, un truc comme ça. À cette époque, l'acier était très prisé dans un pays en construction, surtout pour les chemins de fer qui devaient traverser tout le pays. Est-ce qu'on peut dire qu'il a senti le bon filon? Hein? Un filon de minerai de fer, acier, chemin de fer. En 1865, il fonde également la Keystone Bridge Company, qui est à l'origine du pont Heads, un pont qui relia Saint-Louis dans le Missouri à East Saint-Louis dans l'Illinois. Une prouesse architecturale sans précédent aux États-Unis, à une époque où le pays était coupé en deux par le Mississippi qui le traverse du nord au sud. Un pont qui possède l'un des records de l'époque, qui se trouve être qu'il est affublé de 3 arches de 158,5 mètres de portée chacune. Waouh! Avec ses entreprises, Andrew Carnegie participa à la fabrication de matériel ferroviaire et à la mutation d'un pays tout entier en partenariat avec la Pittsburgh Locomotive and Car Works. De fil en aiguille, le prodigieux Carnegie fit développer de manière exponentielle son activité. On parlait de sa réussite dans tous les journaux du pays, ce qui fit venir en masse bon nombre d'entrepreneurs voulant également leur part du gâteau. Voyant toutes ces entreprises florissantes, qui étaient cela dit en passant autant de rivaux, il se fit la promesse que pour chaque aciérie construite par ses adversaires, il en construirait 2. En 1881, il rencontre Henry Clay Frick à New York et décide de s'associer avec lui. Le partenariat entre H.C. Frick & Company et la Carnegie Steel Company sera le précurseur de United Steel Company. Les années passèrent et en 1889, un accord avec l'American Federation of Labor, un syndicat nord-américain, où il s'engage à ne pas baisser les salaires pendant 3 ans. Une fois ces 3 années passées, alors qu'Andrew était en vacances en Italie, Henry Clay Frick décida tout bonnement de diminuer de 18% le salaire de tous les ouvriers et ça, sans le consentement de son associé. À bas le patriarcat! Quoi? Bah, à bas les patrons! Voilà. La révolte des ouvriers ne se fit pas attendre. Alors que les sidérurgistes commencèrent la grève, Frick annonça par la presse qu'il préférait voir ses ouvriers morts plutôt que d'accéder à leurs revendications. Il décida de faire appel à la Pinkerton National Detective Agency, une agence américaine de sécurité et de détectives, pour créer une milice patronale de 300 personnes qui casseront les grévistes par la violence. Et c'est dans la nuit du 5 au 6 juillet 1882 que cette milice, alors armée de leurs fusils Winchester, allèrent en découdre avec les grévistes, causant la mort de 16 personnes dont 9 ouvriers dans les affrontements. La milice patronale ne fut pas inquiétée par la justice, seuls les sidérurgistes eussent été arrêtés. Et ce n'est pas moins de 167 ouvriers arrêtés, dont 37 inculpés de meurtre et 27 de trahison contre l'État de Pennsylvanie. Après ça, les ouvriers votèrent l'acceptation de la diminution de salaire et la reprise du travail. Comme quoi la violence a ses bons côtés lorsqu'elle se montre persuasive. À bas le patrimonio! Ferme ta gueule, putain. Je savais que t'étais du côté des patrons.
Pas du tout, mais Patrimonio, c'est une ville en Corse. Tu veux qu'on se fasse péter la gueule ou quoi? En sachant ça, Andrew Carnegie envoya un télégramme à Frick qui stipulait « Félicitations sur toute la ligne. La vie est de nouveau digne d'être vécue. Que l'Italie est donc jolie. » Andrew n'était franchement pas pour la diminution de salaire et surtout pas adepte de la violence. Sûrement dû à une éducation qu'il eut du côté de son père, qui était lui-même un adhérent du mouvement chartisme, un mouvement social dont le but était d'améliorer les conditions de travail des ouvriers, surtout pendant la révolution industrielle en Grande-Bretagne. En 1901, Andrew Carnegie venda toutes ses propriétés industrielles au géant JP Morgan pour la coquette somme de 400 millions de dollars. Enfin, selon d'autres sources, ça aurait été 480 millions de dollars. Il se sépara de ses biens à contre-cœur et pour la petite anecdote, Carnegie et Morgan se trouvant sur le pont d'un transatlantique, Carnegie dit à Morgan « Je regrette de ne pas vous avoir demandé 100 millions de dollars de plus. » Morgan rétorqua l'air amusé « Si vous les aviez exigés, vous les auriez eus. » Pour info, Andrew Carnegie était l'homme le plus riche de son temps et serait le 4e homme le plus riche de tous les temps. Attends, que 480 millions de dollars? Il y en a, ils sont milliardaires. Alors oui, mais en sachant qu'il a amassé une belle fortune avant de tout vendre plus d'un demi-milliard de dollars, alors qu'à ce moment-là nous étions au début du XXe siècle et avec l'inflation, certains parlent d'une fortune estimée à 286 milliards de dollars. Putain, 286 milliards de dollars? Sérieux, si j'ai cette thune, c'est direct. Tahiti, plage, tequila, vainé. Pas pour notre ami Andrew, tu verras qu'il avait d'autres projets. Carnegie fonda une philosophie de la philanthropie, basée sur des idées puritaines ainsi que du darwinisme social. Alors, déjà que j'ai du mal avec le darwinisme, comme quoi les animaux évolueraient comme des Pokémon, mais là, il va falloir m'éclaircir sur le darwinisme social. Le darwinisme social, pour faire simple, est un terme appliquant les théories évolutionnistes aux sociétés humaines. Ah bah maintenant c'est nous les Pokémon. Pour lui, l'accumulation du profit doit être une source de motivation du pauvre. Tandis qu'en haut de la hiérarchie, les hommes de richesse se doivent d'accumuler de l'argent pour en redistribuer les surplus de leur vivant à ceux qui en ont besoin. Pikachu, attaque éclair. Vous verrez que de son vivant et même au-delà, Andrew Carnegie avait une âme charitable, car il aura donné près de 350 millions de dollars à des fondations et 30 millions à des œuvres de charité après sa mort. Il créa pas moins de 2500 bibliothèques publiques et gratuites à travers les États-Unis, avec 65 bibliothèques annexées à New York, des institutions culturelles, musées et églises. Il fait construire la salle de spectacle Carnegie Hall à New York, inaugurée en 1891. En 1891 également, et grâce à ses fonds, le California Institute of Technology fut créé. En 1896, il a créé le Carnegie Museum of Art à Pittsburgh. Il construit en 1900 les écoles Carnegie Technical School qui seront rebaptisées en 1967 l'université Carnegie Mellon, une université dédiée à apporter un enseignement technologique aux enfants de travailleurs dépourvus de ressources. Ah, si c'est pas sympa ça. Pour les besoins de l'équipe d'aviron de l'université de Princeton, il finance la construction du lac Carnegie. Mec, il a construit un lac. Il fonde en 1910 la fondation Carnegie pour la paix internationale. En 1918, il crée un fonds de pension pour les chercheurs et les professeurs. Inaugurée en 1928, la bibliothèque de Reims vit le jour grâce aux donations Carnegie, qui a également donné 150 000 dollars pour la construction des bâtiments publics de Franiers dans l'Aisne. 150 000 dollars, bah, je me serais pris une Lamborghini à ce prix-là. C'était son mec? Non. Alors il était pote avec le célèbre Napoléon? Non plus. Andrew Carnegie rencontre Napoleon Hill alors qu'il est rédacteur au Bob Taylor's Magazine, où il doit écrire le parcours d'homme célèbre. Andrew le fit rentrer dans le cercle très fermé des ultra-riches de l'époque, jusqu'à même écrire une lettre aux leaders de la révolution industrielle tels qu'Henry Ford et Thomas Edison, pour que Napoleon Hill soit accepté auprès d'eux. Il confie à Napoleon Hill la mission d'observer les hommes les plus riches de l'époque, pour rédiger la première philosophie du succès découlant de ses observations. Son travail colossal durera pas moins de 25 ans, pour s'achever en 1928 dans un livre s'intitulant « Les lois du succès » et qui le rendra notamment célèbre avec cette phrase « Tout ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut l'accomplir ». Il n'avait pas fait de grandes études, mais il eut 2 doctorats honoris causa, un en 1906 de l'université Queen's et l'autre de l'université nationale autonome du Mexique en 1910. C'est quoi ça?
Un fluctuanec mergitur. Un doctorat honoris causa est un titre honorifique décerné par une université à des personnes éminentes et influentes. Ouais, en gros, c'est juste certaines universités qui veulent surfer sur la hype de certaines célébrités et de par ce fait, consécutivement, se faire un peu de pub, c'est ça? Au-delà de sa fortune, Andrew Carnegie nous montrera qu'il n'est pas nécessairement obligatoire d'être surdiplômé pour faire fortune. Et j'aimerais terminer cette vidéo par l'une de ses citations. Tout homme qui acquiert la capacité de prendre pleine possession de son esprit peut prendre possession de tout ce à quoi il estime avoir droit. Merci d'avoir regardé cette vidéo et tu connais la musique, abonne-toi, like, commente et partage cette vidéo. Tu peux le suivre sur ses réseaux sociaux dont les liens sont dans la description. Pour ma part, je te dis porte-toi bien et à la prochaine.